Héloïse, je te Oui, propose de démarrer le webinaire. Bien du super. coup, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous pour ce webinaire sur l'intégration d'une démarche low-tech dans la conception de produits et ou de, de Cerveau. services. Je m'appelle Lorraine Moiroux, je suis directrice de projet chez Goodwill Management et et je suis accompagnée pour animer ce webinaire d'Héloïse Morales, qui est également chef de projet au sein de l'entreprise. Et je suis également accompagnée d'Anne-Charlotte Bonjean, qui est coordinatrice du pôle durabilité et ressources à l'ADEME, et d'Emmanuel Mornay, qui est responsable QSE au sein de l'entreprise Wesco. Je leur laisserai se présenter à leur tour d'intervention. Pour vous présenter rapidement notre activité, chez Goodwill Management, on a un cabinet de conseil en développement durable. On travaille sur des sujets aussi vastes que ceux de la RSE, du climat notamment, et en particulier un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est le sujet des low-tech, qu'on explore sous différents formats auprès d'institutions, auprès de professionnels depuis 2018. Et tout de suite, je laisse la main à Anne-Charlotte pour me présenter la démarche low-tech. Merci beaucoup Lorraine. Avant de commencer, du coup, je vais me présenter très brièvement. Donc Anne-Charlotte Bonjean, moi, je suis à l'ADEME depuis 5 ans et je suis en charge entre autres de la démarche low-tech et de faire en sorte que voilà, qu'on diffuse cette démarche et qu'on travaille collectivement ensemble à démocratiser les low-tech et à outiller surtout les low-tech pour qu'on puisse les appliquer au sein des entreprises derrière. Hop. Et lui, je te fais une demande de contrôle. Oui, Nickel. j'attends là. Normalement, c'est bon. Parfait, merci beaucoup. Du coup, la démarche low-tech en bref, avant de... Bon, j'arrive pas à changer. Bon, je te laisse changer, Louise. Pas de souci, je Je te passe les rends le contrôle. diapositives Ouais. pour toi. Merci. Pas de problème. Avant toute chose, on va voilà, tordre le cou à quelques idées reçues. Les low-tech ne sont pas un rejet des high-tech, ça vient pas en opposition des high-tech, mais c'est vraiment pensé pour être une réponse sobre et adaptée à un besoin, à une problématique. Euh, Pourquoi on fait cette précision? Parce que le nom low-tech est un historique des années 70 qui a été créé, lui, en opposition au high-tech, mais dans les faits et dans les pratiques, c'est pas du tout ce qui se passe, ce qui se passe et on peut intégrer de la technologie dans les démarches low-tech. Quelques signaux voilà, qui montrent cette tendance, hein. Il y a des questionnements aujourd'hui de comment on fait pour vivre sans smartphone, comment voilà, on arrive à ne pas être dépendant du téléphone et surtout de toutes les applications et la connectivité apportée par les smartphones. Et puis un papier aussi publié par Bouygues Construction qui parle de low-tech, de Just Tech, de Right Tech et compagnie. Voilà, il y a un nom, mais il y a surtout tout un concept derrière qu'on va pouvoir développer un peu plus. Du coup, c'est les low-tech, on va vraiment parler de démarche low-tech dans son entièreté. C'est une approche qui a pour objectif aussi de répondre à des enjeux stratégiques pour les entreprises, donc des enjeux de maîtrise des coûts énergétiques, des enjeux d'accès aux matières premières, des enjeux de souveraineté économique et d'indépendance, et des enjeux de répondre aussi aux attentes des consommateurs. Là, il y a voilà, 4 visuels qui vous ont été mis, ça permet d'illustrer, mais vous allez le voir un peu plus tard, c'est vraiment des questions qui viennent de manière assez systématique quand on parle de démarche low-tech. Si on rentre dans la définition, donc c'est une définition qui a été écrite en 2022 dans le rapport qui a été publié par l'ADEME qui s'appelle Démarche low-tech, état des lieux et perspectives. Du coup, la définition qu'on a écrite, c'est l'approche low-tech, parfois appelée innovation frugale, est une démarche innovante et inventive de conception et d'évolution de produits, de services, de procédés ou de systèmes qui vise à maximiser l'utilité sociale et dont l'impact environnemental n'excède pas les limites locales et planétaires. Elle est relativement complexe et on va la tourner autrement dans la slide d'après. Ce qui est important de retenir, c'est que la démarche low-tech, donc on est vraiment dans une notion de démarche, ça implique un questionnement du besoin pour ne garder que l'essentiel, une réduction de la complexité technologique, donc on parle bien de réduction et pas de suppression de la complexité technologique, l'entretien de ce qui existe plutôt que son remplacement. Donc ça, c'est voilà, des piliers de la démarche low-tech et cette démarche, surtout, elle permet au plus grand nombre d'accéder aux réponses qu'elle produit et de maîtriser les contenus. Si on essaye de vulgariser un peu,
ce que c'est les low-tech, on a 3 critères, utiles, durables et accessibles, qui sont des critères qui sont consensuels dans le monde des low-tech, là où les définitions, on vous a mis la définition de l'ADEME, mais il y en a d'autres, des définitions, et il n'y a pas à ce jour une seule définition consensuelle, même si elle se regroupe en termes d'information. Donc on a ces 3 critères-là. On peut voir que la low-tech est vraiment au centre de ces 3 critères, mais qu'on peut aussi les travailler en binôme. Qu'est-ce qu'on entend par utilité? On entend les fonctionnalités à inclure, on entend le travail avec les usagers, pour répondre aux attentes, on entend le questionnement du besoin, on entend aussi la viabilité dans le temps. Voilà, donc il y a plein de petits éléments qui se cachent derrière. Sur la partie durabilité, c'est une double durabilité à la fois dans la durée d'usage, donc l'allongement de la durée de vie, mais aussi dans la durabilité de la ressource. Faire en sorte que quand on produit ou on construit à partir d'une démarche low-tech, qu'on questionne aussi l'impact sur la ressource et du coup cette durabilité, toujours dans cette notion de, voilà, de respect des limites planétaires. Et après, le dernier critère, c'est l'accessibilité. Et donc là, on va intégrer les notions de simplicité, d'accessibilité à l'usage. Donc comprendre comment marche le produit, comment il fonctionne pour pouvoir l'entretenir, en ayant une montée en compétence des usagers et des employés, et une notion d'accessibilité aussi financière qui peut être intégrée dans ce critère-là. Et l'accessibilité permet aussi de créer du lien social. Quand on comprend le fonctionnement de son produit, on a plus tendance à partager, à communiquer dessus, et du coup, ça crée du lien voilà, autour de ça. Donc, on retrouve les éléments qui étaient dans la définition juste au-dessus. Voilà, c'est une autre manière de les présenter, mais ces 3 critères sont vraiment des piliers importants de toute démarche low-tech. Et si on regarde voilà, les low-tech, qu'est-ce que c'est? Il y a différentes échelles d'action pour les entreprises. La première, c'est vraiment une approche produit, ou même servicielle, entre guillemets, qui peuvent être complémentaires à l'éco-conception. C'est-à-dire que dans la partie éco-conception, on va vraiment regarder le côté durable. Si on reprend les 3 critères juste au-dessus, on va aller regarder le côté durable, le côté impact environnemental et diminution de son impact sur le cycle de vie. Dans la démarche low-tech, on va intégrer ces autres critères d'utilité et d'accessibilité qui sont pas inclus dans l'éco-conception aujourd'hui. Et après, il y a aussi un positionnement à l'échelle de l'entreprise, où la démarche low-tech permet d'amener des questionnements qui émaneront et qui permettront de produire des réflexions stratégiques et même des évolutions de feuilles de route ou de positionnement de l'entreprise sur le marché, voilà, de manière plus générale. Donc on a vraiment ces 2 approches-là, elles viennent en complémentarité. Et on peut faire l'une sans faire l'autre, mais souvent quand il y en a, si on prend l'échelle produit qui va être très poussée, ça va avoir des effets rebonds de manière directe sur la partie organisationnelle. Ces 2 dimensions, elles ont été intégrées du coup dans l'étude ADEME qui a été publiée fin d'année dernière. C'est voilà, une étude qui a été menée avec Goodwill Management et qui a eu pour vocation de produire des outils et dans lequel on a repris à la fois ces critères et ces échelles. Et Lorraine, je te rends la main pour la suite. Merci beaucoup Anne-Charlotte. Donc pour continuer sur ce sujet-là, on va vous parler de notre approche chez Goodwill en matière d'éco-conception, donc en lien avec ces outils qu'on a pu développer pour le compte de l'ADEME, et aussi vous préciser un petit peu ce qu'on entend par là, en quoi on pense que cette démarche elle peut être enrichissante pour des démarches d'éco-conception. Alors pour vous en parler, je vous propose de redémarrer de la définition de l'éco-conception. Donc, je vous présente là encore une définition un peu longue à l'écran qui vient du ministère de la Transition écologique, mais elle fait écho exactement à ce qu'Anne-Charlotte a mentionné précisément. La définition de l'éco-conception, elle fait mention de l'intégration de la protection de l'environnement, de la réduction des impacts environnementaux tout au long du cycle de vie du produit. On peut parler de phase de cycle de vie, d'approche multicritères notamment, mais la définition, ce qui ne veut pas dire que toutes les personnes qui font de l'éco-conception élargissent pas leur spectre en réalisant des analyses, mais la définition même, comme celle qui est proposée par le ministère de la Transition écologique, est très axée réduction des impacts environnementaux et durable au sens environnementale.
Donc ça, c'est la démarche d'éco-conception. Si on parle un petit peu plus pratique, une démarche d'éco-conception, c'est 2 phases. Pour faire assez simple, c'est on fait une évaluation initiale, soit en amont de la phase de conception, au moment de la définition de la création de son produit, soit en cours de route sur un produit qui serait déjà existant. On évalue le produit, avec une méthode d'évaluation qui peut être l'analyse de cycle de vie, mais qui peut être aussi d'autres méthodes, des checklists. Il y a un certain nombre de méthodes pour l'évaluation environnementale qui existent. Donc, on va faire un point de situation pour faire simple, proposer des axes d'amélioration, les appliquer à notre système et faire une nouvelle évaluation pour vérifier qu'on est moins impactant que la version précédente. C'est tout en prenant plutôt large. Alors peut-être qu'en m'entendant parler, vous faites déjà le lien, mais les démarches d'éco-conception, elles travaillent en relatif, c'est-à-dire en réduction d'impact par rapport à une situation initiale. Elles ne sont pas garantes de l'atteinte d'un seuil absolu de minimum environnemental à atteindre. Donc, le cadre est intéressant et cette démarche d'amélioration continue, moi, je la trouve intéressante et c'est l'optique qu'on a gardée dans l'outil qu'Héloïse vous présentera un petit peu plus tard. Mais il nous manque des dimensions à ces cadres d'éco-conception, d'où la proposition de l'enrichir avec des concepts issus de la low-tech. Déjà, donc on a parlé du utile, accessible, durable de la question des low-tech. Peut-être il y avait une première question à laquelle on voulait répondre. Ça a toujours été évoqué dans les démarches low-tech, mais ça nécessitait encore que d'être démontré un peu factuellement. C'était la question de les low-tech apportent-elles un bénéfice environnemental? Si la réponse à cette question semble être oui, ça nécessitait quand même d'être validé. Donc là-dessus, dans le cadre de la même étude qu'Anne Charlotte mentionnait précédemment, on était un groupement de 3 structures à répondre à l'étude et c'est EVA qui a travaillé sur cette partie de l'étude. On a soumis à la moulinette de l'empreinte projet, qui est une méthode d'évaluation d'impact environnemental. On a soumis 5 projets low-tech que vous voyez à l'écran, le Rocket Stove de la Beltech, la borne de recherche solaire de Bitobo, le Passilo des Collabs, le Wellibus du MadMob et le Kylie Power de Kylie Kids. On les a soumis à la moulinette de l'empreinte projet pour vérifier leur gain de performance environnementale par rapport à une solution de référence. À quelques points près, je veux bien que tu reviennes sur la slide juste précédente. Pardon, excuse-moi. À quelques points près, mais qui ne font pas défaut dans le score unique, une fois qu'on agrège les différents impacts environnementaux, on démontre que, alors le terme exact, c'est que les bénéfices sont supérieurs aux charges, c'est-à-dire que l'impact environnemental est démontré les bénéfices environnementaux sont supérieurs aux impacts environnementaux, donc on est sur un bilan positif au sens réduction de l'impact environnemental. Donc, ceci étant dit, donc la partie impact environnemental des low-tech étant démontrée, on va pouvoir s'intéresser à 2 dimensions que sont l'utile et l'accessible qui nous permettraient d'élargir notre périmètre d'intervention et d'apporter un complément à une démarche d'éco-conception. Peut-être on peut résumer les choses de cette manière-là. L'éco-conception, elle va pousser le curseur performance environnementale au maximum, alors que la démarche low-tech, elle va essayer de trouver un certain équilibre entre le durable, l'utile et l'accessible, de façon à ce que l'utile et l'accessible permettent de décupler l'impact environnemental, non pas unitairement, mais parce que l'accessible fait qu'il sera utilisable par plus de personnes, qui sera partagé, qui sera mis en commun, permet de décupler non pas l'impact unitaire, mais son impact global. Les fonctions d'apprentissage permettront d'être plus utilisées.
Ah, malheureusement, je ne sais pas si c'est commun à tout le monde. Moi, j'ai plus Ouais, Lorraine j'ai plus avec de son non nous. plus, moi. Ok. Euh, bon, eh ben, écoutez, je vais prendre la... Ah, quoique, tu es de retour avec nous, Lorraine? Vous m'avez, Oui, on je t'a crois, perdu. C'est bon. ok, super. Bah, je sais pas à quel moment j'ai été arrêtée, On s'est mais arrêté à bénéfices globaux par rapport à l'impact unitaire. ah, super, merci beaucoup Héloïse. Du coup, je voulais faire le parallèle avec un concept qui a été développé par Olivier Hamon, dont je vous invite à aller écouter les conférences ou les interventions, qui est la dualité entre performance et robustesse. C'est-à-dire, plutôt que de choisir de maximiser, j'ai pas envie de dire à tout prix, mais en tout cas de pousser le curseur de façon complète sur la question de la durabilité, on va chercher l'équilibre utile, accessible, durable pour permettre cette robustesse, qui est la dualité performance et robustesse, trouver l'équilibre entre ces ensembles. Donc, pour finir sur cette partie, je vous propose un visuel qui est inspiré des travaux de Gauthier-Roussel, qui a beaucoup étudié le concept de l'utilité et de la question des besoins. Donc, les low-tech, par leur côté utile, elles veulent répondre à un besoin de base. Gauthier-Roussel, et j'adhère assez à la thèse qu'il propose, dit que c'est un peu plus complexe que ça, et qu'en fait, finalement, la notion d'impact environnemental et de durabilité n'est pas forcément si décorrélée que ça de la notion d'utilité. On pourrait imaginer plusieurs niveaux. Donc, un produit utile, est-ce que c'est un produit ou un service qui est nécessaire pour survivre, pour vivre ou pour survivre? C'est peut-être pas suffisant pour avoir une gamme de produits auxquels on souhaite s'intéresser. Est-ce que ce sont les produits ou services qui sont nécessaires pour s'épanouir? Alors là, ça fait une gamme de produits ou de services qui est trop large pour permettre d'atteindre un bénéfice environnemental. Et par déclinaison, on arrive à la notion de produit ou service suffisant pour nous épanouir collectivement dans un monde écologiquement contraint. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on va se situer, avec les low-tech, on va essayer de se situer dans une gamme de produits ou de services qui auront une espèce de planche, enfin de plafond environnemental, dire un impact environnemental à ne pas dépasser pour maintenir cet épanouissement collectif, tout en répondant à des besoins qui sont nécessaires soit pour survivre, soit pour s'épanouir collectivement sans dépasser ce plafond écologique. Et je trouve que ça résume bien ce qu'on essaye de faire quand on travaille sur la question des low-tech, c'est-à-dire recentrer autour de besoins collectifs sans dépasser ces limites maximales, ces contraintes choisies qu'on pourrait choisir de se fixer pour travailler autour de nos produits et de nos services. Et ça, c'est une vision qu'on défend plutôt chez Goodwill. Et Héloïse, il ne me reste plus qu'à te laisser la main pour reprendre la suite sur ta partie. Super. Peut-être pour vous expliquer ce que je vais vous présenter là dans la partie qui suit, et puis aussi un petit peu en quoi ça s'inscrit dans les questionnements qui ont été évoqués auparavant. Donc l'objectif de ce webinaire, c'était vraiment de parler des grandes questions qui sont à intégrer dans sa démarche de conception quand on se pose la question de développer ou en tout cas de tirer son produit ou son service dans une direction low-tech, dans une démarche low-tech. Et dans le cadre de l'étude à laquelle on a fait référence plusieurs fois au cours de la présentation, il y avait un objectif qui était vraiment double, à savoir identifier ces questions. Et donc, Lorraine a aussi expliqué comment nous, on compte l'intégrer aussi dans notre approche en termes d'accompagnement auprès des entreprises sur le long terme. Mais il y avait une volonté explicite dans l'étude qui était de produire des outils très concrets à destination des entreprises, donc des acteurs comme vous, qui soient open source et qui puissent être utilisés tout de suite. Donc justement, en écho à toutes ces questions qui ont été évoquées par Anne-Charlotte et Lorraine, nous, on a travaillé dans le groupement d'entreprises et puis Goodwill, on a été très mobilisés sur ce volet-là pour développer un outil open source qui est disponible dès aujourd'hui, que vous pouvez aller télécharger sur le site de l'ADEME. Et l'idée, justement, c'est de vous présenter comment est-ce qu'il a été développé, son fonctionnement, comment est-ce que nous, on vous encourage aussi à l'utiliser et comment est-ce qu'il peut être mobilisé dans vos réflexions. Et puis pour que vous puissiez aussi poser vos questions et pouvoir vous emparer de l'outil dès la fin de ce webinaire, on l'espère. Donc pour replacer un petit peu
au moment de le construire, qu'est-ce qu'on s'était mis comme objectif collectivement sur qu'est-ce qu'on espère comme cadre d'utilisation pour cet outil et qu'est-ce qui sera permis par l'outil et qu'est-ce qui ne le sera pas. Donc l'objectif, je vous l'ai dit, c'était d'avoir quelque chose qui soit opérationnel, qui soit clé en main, qui soit relativement facile d'utilisation. Donc on voulait quelque chose qui soit pas uniquement destiné à des entreprises très avancées. Ça, c'était important. L'outil, il s'adresse à tout le monde, des entreprises qui sont déjà engagées dans une démarche d'éco-conception, des entreprises qui ne le sont pas forcément, des entreprises qui sont à leur premier pas aussi bien que des entreprises plus avancées, sachant que l'utilisation de l'outil, elle ne sera pas exactement la même, mais on l'a conçu de façon à ce qu'il puisse s'appliquer à des cas de figure assez différents. On voulait aussi quelque chose de relativement léger et on a eu l'occasion lors de l'étude, et Emmanuel pourra nous en parler dans la dernière partie de ce webinaire, de tester l'outil auprès de plusieurs études de cas. Donc on l'a essayé auprès de 3 entreprises différentes qui étaient dans des secteurs différents, parfois sur un service, parfois sur un produit. Pour pouvoir voir, en termes d'utilisation, est-ce que c'est quelque chose qui parle? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être utilisé par les entreprises de façon autonome? Et du coup, ce qui était assez encourageant, c'est que là, l'outil que je vais vous présenter, c'est quelque chose qui peut être pris en main dans un temps assez court. Donc, nous, les tests qu'on a fait, ils duraient environ 3 heures. Et il n'y a pas forcément besoin d'un accompagnement externe. Et aussi, ça, on tenait à ce que ce soit intégré dans la conception. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un bilan carbone ou une ACV pour pouvoir utiliser l'outil. Ce qu'il faut se dire, c'est que cet outil, il vient vraiment en complément. Il y a plein d'outils qui existent pour les entreprises, notamment pour mesurer leur impact environnemental, et on l'a plusieurs fois répété au cours de cette présentation. L'impact environnemental, il a son cadre de référence et il existe, en tout cas, le critère durable. Nous, on voulait justement développer quelque chose qui vienne apporter des questionnements et quelques éléments de réponse sur justement le côté utile et accessible, qui sont des choses sur lesquelles il y a moins d'outils ou de référentiels qui sont disponibles pour les entreprises de façon gratuite, ouverte et pour des personnes non initiées. Donc maintenant que j'ai posé un petit peu ça, nous, on a procédé en définissant des critères et des sous-critères, donc des choses assez précises, assez concrètes qu'on allait vouloir aller mesurer et qu'on a décliné sous forme de questions. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est que cet outil, à la fin, ce qui permet, c'est de s'auto-évaluer. Donc, c'est vraiment quelque chose, l'idée, c'est de susciter des questionnements en interne, d'accompagner une réflexion collective au sein des services de conception, au sein des entreprises, qui soit centrée sur le côté fonctionnel et sur la solution. On a voulu aussi intégrer quelques éléments organisationnels qui touchent plus à la gouvernance, etc., pour ouvrir les questionnements, mais c'est une partie qui est facultative, j'y reviendrai après. J'ai juste touché rapidement du doigt ce que l'outil ne permet pas parce que c'est important. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'encore une fois, ici, l'outil, il va permettre de comparer deux solutions. On est sur quelque chose de relatif. Donc, on va permettre de dire, est-ce qu'il y a un progrès? Est-ce qu'il y a une plus-value low-tech, entre guillemets, d'une solution par rapport à une autre? C'est pas un outil qui va vous dire votre produit est low-tech ou votre service est low-tech ou alors il ne l'est pas. On va vous dire ça l'est plus ou moins. C'est aussi un outil qui va donner des réponses qualitatives. Il n'y a pas de système de points, il n'y a pas d'évaluation environnementale, il n'y a pas de mesure des gaz à effet de serre liés à un produit ou à un service. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui est complémentaire et qui n'intervient pas à ce niveau-là. Et il ne permet pas de donner un plan de progression, mais il vous permet quand même de dégager des pistes d'action prioritaires, disons. Bon, maintenant que j'ai fait toute cette introduction, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, l'outil, on a repris donc, des critères, comme je vous l'ai dit, les 3 critères qu'on a évoqués plusieurs fois, donc utile, accessible, durable, parce qu'ils faisaient largement consensus. Donc là, ce que vous voyez à droite, c'est les sous-critères. C'est des choses qui rythment un petit peu le questionnaire qui va structurer l'outil. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses qui sont abordées. Et je vais juste m'attarder rapidement sur la partie durable. Comme vous le voyez, on a des choses qui sont assez diversifiées. On va parler, par exemple, de la structure de la chaîne de valeur, dans le sens est-ce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, où est-ce qu'ils sont situés dans le monde. On va parler, bien sûr, de l'impact du produit ou du service. Donc ici, minimisation de l'impact du système ou minimisation de l'impact de la production. Mais on va aussi intégrer d'autres choses complémentaires et c'est là où nous, dans cet outil-là, on a voulu s'attarder sur ce qui était différenciant des low-tech par rapport à d'autres choses. Donc, si jamais vous allez sur le site de l'ADEME et vous voulez télécharger, vous trouverez 2 choses. Vous trouverez un Excel, un tableur qui va ressembler un petit peu à ça. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un questionnaire avec un système de questions fermées, donc soit des cases à cocher, soit des listes déroulantes, soit des données que vous avez à remplir de façon chiffrée. Donc, c'est quelque chose qu'on a voulu assez rapide et simple à prendre en main. Il n'y a pas des gros calculs à faire.
normalement, les choses sont relativement pré-mâchées. En tout cas, vous avez des propositions pour vous guider. Vous voyez, vous avez des questions, vous voyez bien 2 colonnes, comme je vous l'ai dit, pour évaluer le système, par exemple votre produit VS le système de référence. C'est aussi valable pour un service. On peut sélectionner service ici dans la première question. Et à chaque fois, il y a des petits éléments pour guider justement l'utilisateur en expliquant les termes, en expliquant où est-ce qu'on peut aller trouver certaines informations. Et ce qui est aussi important à noter, c'est qu'il y a un guide utilisateur qui est disponible sur la librairie de l'ADEME et qu'on conseille très vivement de lire en entier avant la première utilisation, parce qu'il va permettre justement de comprendre la philosophie de l'outil et notamment comment choisir son système de référence, etc. Donc c'est quelque chose qu'on a voulu assez clé en main et qui guide beaucoup dans l'utilisation. Et puis là, la partie commentaire, c'est aussi si jamais c'est quelque chose en équipe et que vous faites circuler l'outil dans votre entreprise, que justement vous puissiez vous passer des informations. Et les résultats, une fois que vous avez rempli toutes les questions, ça vous permet, donc, vous voyez, d'avoir quelque chose, comme je vous l'ai dit, de qualitatif, où là, on est vraiment sur du relatif. Donc, l'idée, c'est que plus on est vers le côté droite de la jauge, ça va être un peu plus, beaucoup plus ou beaucoup, beaucoup plus low-tech par rapport à la situation de référence. Ou alors, du côté gauche, on va plutôt être dans une situation où on va dégrader le caractère low-tech par rapport à un autre. On obtient des résultats à différentes échelles, donc à l'échelle globale, mais aussi à l'échelle de chaque critère. Donc on peut voir si par exemple là on a un produit qui est donc le produit qui a été développé, il est plus utile que le produit de référence, il est un petit peu plus accessible, il est plus durable, et sur l'organisationnel, là, l'utilisateur avait choisi de ne pas s'évaluer, du coup il n'y a pas de scoring qui est établi, mais du coup on peut avoir justement voir où est-ce qu'on est plus ou moins bon. Et l'idée, c'est qu'à l'issue de l'utilisation, justement, ça vous permet de repartir avec des clés pour abonder votre démarche d'éco-conception et venir apporter des questionnements complémentaires par rapport à l'impact environnemental. Donc, justement, intégrer l'utilité et l'accessibilité. Identifier peut-être des points chauds, en tout cas des petits points d'attention qui peuvent être à creuser, par exemple, via une ACV ou via une évaluation environnementale plus détaillée. Ça vous permet aussi peut-être éventuellement d'avoir une base de discussion pour travailler avec vos utilisateurs et vos clients pour justement questionner l'accessibilité, qu'est-ce qui peut bloquer, où est-ce que je peux pousser le curseur plus loin. Ça peut vous permettre aussi de réfléchir à votre chaîne de valeur et enfin à d'éventuels partenariats, puisque le côté collaboratif est aussi important dans les low-tech. Donc là, c'est la fin pour la présentation. On va aussi laisser la main à Emmanuel s'il nous a rejoint pour partager justement son expérience en tant qu'utilisateur de l'outil, puisqu'il a fait partie des études de cas qu'on a pu mener pendant cette étude. Alors, Lorraine? Alors, Emmanuel, est-ce que... C'est bon. c'est ça. Pardon, bonjour. Super. Bonjour Emmanuel. Parfait. Bonjour, donc Emmanuel, je suis le responsable RSE de la société Wesco, qui est une société de vente par correspondance de matériel destiné à la petite enfance, donc des jeux, des jouets, des articles de puériculture, du mobilier, dont également des tricycles que vous pouvez voir à l'écran. Et ce tricycle-là, du coup, c'est le tricycle qui avait fait l'objet de l'étude de cas que nous avons fait au milieu d'année 2025 avec le cabinet Goodwill. Alors ce tricycle, en fait, il avait déjà fait l'objet, nous, en interne, d'une analyse de cycle de vie. Et du coup, on a trouvé la démarche intéressante, puisqu'effectivement, l'outil en fait permet de se poser des questions qui ne sont pas du tout présentes dans les ACV, telles que l'utilité du produit, les options qu'ils peuvent présenter, est-ce qu'elles sont utiles ou pas, cette notion effectivement d'accessibilité. Alors ici, on était sur un produit qui était plutôt simple, mais on imagine que sur des produits qui sont plus complexes, cela peut être intéressant d'étudier ces éléments. Et puis également le côté organisationnel qui nous a fait aussi poser des questions un petit peu sur nos méthodologies de sourcing de nos différents fournisseurs, par exemple pour ce produit-là. Comme vous le disiez, on a trouvé nous l'outil plutôt simple d'accès, hein. Il y a vraiment les questions. Une fois qu'on a lu vraiment
le guide d'emploi, plus lu les questions avec les commentaires qui sont sur la droite, vraiment, on a un accès qui est assez aisé. Donc, on n'est pas obligé d'être spécialisé dans l'éco-conception, comme ça peut être parfois le cas sur des outils d'ACV. Ici, on est plutôt sur une démarche qui est assez simplifiée, qui quand même permet de se poser des questions de base qui sont assez utiles. On a trouvé aussi assez intéressant le fait que ce soit pas axé que sur l'environnement. Du coup, ça oblige aussi à se poser des questions du côté de nos services design, vraiment sur la façon dont va être fait le projet plutôt que d'être conçu le produit. Et puis également cette notion de fournisseur et d'organisationnel qui là a plutôt questionné sur nos pratiques d'achat en fait auprès de nos fournisseurs. Voilà, donc on trouvait que c'était vraiment un outil vraiment complémentaire à une ACV pour aller vraiment plus loin qu'une simple ACV, c'est déjà assez complexe, mais en tout cas d'aller plus loin qu'une ACV. Et ça, dans un temps qui est vraiment assez court, puisqu'effectivement, pour l'étude de ce projet, on a passé environ 2 heures et demie avec mon collègue Alex pour remplir en fait pour remplir l'outil. Ce qui est beaucoup plus simple qu'une ACV, puisque quand on fait une ACV, on est plutôt sur 2 à 3 jours pour pouvoir revoir tous les éléments. Et ici, on est quand même sur une base qui est simplifiée, et ça se fait dans Excel, donc c'est vraiment quelque chose qui est accessible au plus grand nombre sans avoir de formation spécifique. Après, je suis disponible si vous avez des questions à me poser, m'interroger, je je peux répondre. Ça marche. Bah, merci beaucoup Emmanuel pour ton témoignage. On arrive à la fin de cette présentation. Donc, on a gardé un temps pour la partie questions-réponses. Donc, je vais voir s'il y avait des questions dans le chat, hop, en même temps. Donc, j'ai vu une première réflexion de Valérie qui m'a fait poser une petite question sur la partie donut de Kate Raworth déclinée à la tech. J'y apporterai une petite, une petite subtilité. Quand je parle de contraintes environnementales fixées, donc de contraintes environnementales qui sont choisies, ce qui m'embête légèrement avec le donut de Kate Raworth, c'est qu'il est en situation actuelle, c'est-à-dire les limites qui sont dépassées aujourd'hui, sur lesquelles on peut travailler bien sûr, mais sur l'état actuel des choses. Là, l'idée, c'est dans la conception des produits et de services, se fixer des limites presque comme si on était déjà demain. Qu'est-ce qui nous permet de les maintenir en l'état et de ne pas dégrader la situation? Donc, au-delà donc le donut de Kate Raworth est une bonne base. Par contre, pour moi, c'est la déclinaison du niveau de performance environnementale maximale à atteindre qui nécessite de se projeter un petit peu dans le futur en disant, voilà, toutes évolutions prises en compte, ce serait comment on se fixe et la situation de demain. Je vais vous prendre un exemple un peu plus concret pour illustrer mon propos qui l'est peut-être pas. Aujourd'hui, on n'a pas directement, et je le dis avec un petit peu de nuance, par exemple des restrictions à court terme sur l'utilisation de l'eau en France. On peut avoir sur des périodes de l'été, mais on n'a pas une restriction. Par contre, se fixer dans la conception de son produit une limite d'utilisation d'eau dans sa conception, dans son usage, qui soit mieux disante que ce qui est possible aujourd'hui, en anticipant peut-être des évolutions réglementaires, des contraintes de disponibilité. C'est plutôt ça, ce niveau de contrainte qu'on veut se fixer, pas par rapport à une situation actuelle, mais à une contrainte qu'on se fixerait pour demain. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup il y en avait une assez intéressante sur la notion d'utilité. Donc, quand on réfléchit à l'utilité produit, comment arriver à se situer entre ce qui est de l'ordre de survivre, de s'épanouir, le surconfort, etc. Comment l'outil aide sur ce point? Je peux peut-être commencer à répondre, puis je vous laisse compléter, Anne-Charlotte et Lorraine, si vous le souhaitez. C'est une question sur laquelle on a beaucoup réfléchi et on s'est beaucoup questionné au cours de l'étude, puisque justement, comme vous le soulignez, c'est très compliqué. Et il y a un peu, quand on parle de besoin et de ce qui est essentiel ou pas, il y a le risque de tomber dans du jugement de valeur et du normatif. Du coup, nous, le parti pris qui a été fait au niveau de la manière dont l'outil prend l'utilité
dans les questions, c'est pas forcément de prendre le besoin en brut, mais plutôt de se poser la question du niveau de réponse au besoin. Dans le sens où, déjà, est-ce qu'il y a un besoin qui a été identifié et auquel le produit essaye de répondre? Ça, c'est une première question qui est posée au cours du questionnaire. Et ensuite, de dire, bon, bah, est-ce qu'on s'est posé la question de dégrader un peu l'expérience utilisateur et quand même répondre au besoin initial? Quelles sont les fonctionnalités qu'on va mettre en face? À quel point est-ce qu'on a besoin de répondre au maximum au besoin qui a été identifié. Donc nous, on est vraiment sur le niveau de réponse et on trouve que c'est les questionnements qui sont les plus faciles, en tout cas, à se poser en tant qu'entreprise sans tomber sur du jugement de valeur, justement, par rapport à du essentiel ou pas essentiel. Merci beaucoup, Héloïse. Et du coup, j'ai peut-être une question pour Emmanuel. Je pense que tu avais évoqué un peu le sujet, mais ça peut être détaillé. Est-ce que tu peux nous rappeler quel est le système de référence auquel vous avez comparé votre tricycle? En fait, ce produit-là était une évolution d'un ancien tricycle. On le voit pas à l'image, mais on avait un modèle précédent qui était plus robuste, plus lourd, plus costaud, bref, et voilà, qui avait des fonctionnalités à peu près identiques, mais voilà, on l'a comparé à un ancien tricycle de notre gamme, en fait. Un peu comme on pourrait le faire dans une démarche d'éco-conception sur de l'amélioration continue. Là, Une t'es sur une- amélioration produit ou autre, ouais, effectivement, c'est exactement ça, oui. Alors, je vois une autre question d'Anne qui demande ce qu'on fait de ce bilan. Alors, nous, personnellement, on n'en récupère pas les résultats. Je ne sais pas si c'était le sens de la question, mais vous pouvez tous télécharger l'Excel pour l'utiliser c'est pas une version en ligne, il n'y a pas de transfert de données. Nous, personnellement, donc, on n'en fait rien dans ce cadre-là. Par contre, c'est une base intéressante si on veut travailler sur de l'amélioration continue, de l'évolution de produits quand on accompagne des entreprises, soit qui auraient déjà réalisé une ACV, soit on peut en parler aussi, qui auraient des moyens plus limités d'avoir une première approche pour faire un diagnostic et après travailler sur un plan d'action avec ou sans nous. Il n'y a pas forcément de soucis. Je dirais que c'est plutôt un outil de questionnement, de diagnostic de situation, qui permettent d'ouvrir, se donner des idées sur la manière de faire évoluer son produit. Et je trouve qu'il est intéressant. Alors, c'est des retours qu'on avait eus lors des études de cas à deux phases, soit très en amont de phase, parce qu'on a étudié aussi ce produit dans le cadre de la conception d'un bâtiment. Donc, ce qui est quand même assez complexe. Donc, se poser les questions dès la conception du bâtiment. Est-ce qu'on a bien pris en compte cette notion d'impliquer les usagers futurs dans la conception de ce bâtiment? C'est quelque chose qui peut être utilisé assez en amont ou au moment où on dit on va apporter une amélioration à notre produit. Est-ce que on peut pas faire d'une pierre plusieurs coups en se disant ok, ce sujet-là, on l'avait peut-être pas travaillé dans la version initiale. Est-ce que c'est pas l'occasion de le faire évoluer lors d'un travail sur, sur, euh, sur un produit? Donc, Et ça, après, je ne sais pas, c'est peut-être Emmanuel, si vous avez des pistes que vous voyez de comment est-ce que vous pourriez justement vous resservir de ce bilan en interne. Oui, alors effectivement, je pense là où je rejoins Lorraine, c'est que vraiment il est intéressant plutôt à faire vraiment en amont et en départ de projet, comme ça il permet vraiment de se poser des questions et d'orienter ensuite le projet euh, vers, vers des éléments qui seraient vraiment low-tech entre guillemets, mais qui permettrait d'être pris en compte. Si on le fait vraiment dès le départ, ça permet vraiment d'orienter le projet, les choix qu'on peut faire sur le projet, le produit, ses options, etc. Les entreprises avec lesquelles on va travailler. Donc c'est vraiment là qu'il est intéressant. Après, il peut être, nous on l'a utilisé en post. Effectivement, le projet était déjà fait, mais du coup, il permet quand même de se poser des questions sur la politique de l'entreprise, du choix des fournisseurs, de l'implication. Est-ce qu'on devrait impliquer plus nos utilisateurs en amont, etc. Donc, il permet aussi de se poser des questions et derrière d'orienter un petit peu la stratégie de l'entreprise sur ces thématiques-là. Super. Euh,
J'avance Peut-être, Ah, vas-y, Héloïse. pardon, excuse-moi. Et il y avait une question, je les prends dans l'ordre. Donc, Baptiste qui demande, lorsque l'on cherche à mettre en place un procédé de transformation de matière ou d'énergie en démarche low-tech, comment peut-on prendre en compte les aspects sécurité des travailleurs? Je vais peut-être moi m'exprimer sur le côté comment est-ce qu'on prend en compte cette question dans l'outil. Donc nous, ça, c'est des choses qui vont plutôt rentrer dans le volet organisationnel auquel Emmanuel faisait allusion juste auparavant, à savoir que donc c'est le dernier bloc dont je vous ai parlé qui était plutôt optionnel, on a choisi de le laisser optionnel, mais il y a des questions plus générales justement sur quelles sont les politiques de l'entreprise, qu'elles soient environnementales ou sociales. Donc à mon avis, ce type de questions rentrerait plutôt là-dedans. Après, l'outil ne va pas poser des questions de façon explicite sur la sécurité des travailleurs. Enfin voilà, c'est pas l'objet d'une question spécifique. Bah, peut-être je vais rebondir. En fait, le point que vous soulevez, Baptiste, il est extrêmement intéressant. Nous, on l'a vu lors d'une précédente étude où, en 2020, entre 2020 et 2021, on avait travaillé avec l'ADEME Île-de-France sur l'intégration de démarches low-tech en entreprise et sur les freins à l'intégration des démarches low-tech en entreprise, et notamment la question de la santé-sécurité à l'utilisation, mais aussi à la fabrication, a été évoquée comme un frein. Dans le sens où, enfin, pas un frein, mais quelque chose qui pourrait bloquer le déploiement plus important des low-tech dans les entreprises. C'est-à-dire si on n'est pas en mesure d'assurer dans notre système productif, dans les produits et services qu'on propose, les exigences de sécurité et qui sont applicables aux produits en général, alors il n'y aura pas de diffusion. C'est là où je vais essayer de le dire avec une bonne tournure de phrase, mais la question de faire sortir les low-tech du monde domestique et associatif duquel elles sont plutôt originaires, là où l'utilisateur est le concepteur, on répond à son besoin, on répond à un besoin collectif via des associations, et transférer vers l'entreprise implique des changements. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le même niveau d'exigence quand on a un intermédiaire qui est l'entreprise que quand on conçoit pour soi-même, et les exigences santé-sécurité, mais je pourrais en évoquer d'autres, des exigences de désirabilité, de coût de production, de voilà, est-ce que mon produit va intéresser les usagers, est-ce qu'il va me permettre de me développer aussi économiquement en tant qu'entreprise, c'est-à-dire assurer ma pérennité économique, sont des sujets importants. Donc, pour moi, comment on peut prendre en compte les aspects sécurité des travailleurs? Pour moi, c'est pas un sujet propre au low-tech, c'est un sujet propre au développement de tout nouveau produit ou service. Le développement de ces solutions ne doit pas se faire au détriment de notions de santé et de sécurité. Et j'en profite parce que j'ai vu la question à la suite, c'était sur la question du diagnostic low-tech, s'il était applicable à des produits de première nécessité tels que les produits alimentaires. Alors ma réponse, c'est oui. Vous allez peut-être juste avoir des difficultés sur quelques questions sur l'utilité. Sur est-ce que ce produit répond à un besoin de base, est-ce qu'il répond plus à un besoin de base que sa version précédente, vous aurez peut-être des niveaux équivalents. Par contre, sur la manière dont il est produit, que ce soit par des opérations de transformation, par du transport, par le niveau de rapprochement des utilisateurs et de la production, ça va être des questions qui restent tout à fait intéressantes. Juste, voilà, vous aurez peut-être des questions sur l'utilité si vous voulez comparer une poire et une fraise, vous n'aurez peut-être pas exactement de quelque chose d'intéressant à dire sur ces points-là, mais par contre, sur toutes les autres questions restent valables. Je pense qu'on arrive à la fin des questions. Donc, je vais terminer par un petit mot de la fin. Peut-être, si on peut résumer cette intervention, peut-être un peu trivialement, c'est grâce au soutien de l'ADEME et à la participation à ces travaux-là, il y a cette nouvel outil qui s'appelle plutôt bilan low-tech, qui permet de s'évaluer, d'intégrer ces éléments low-tech que nous, on trouve pertinents dans des démarches de conception. C'est plutôt facile d'utilisation, c'est pas très long, vous pouvez le faire tout seul, donc il n'y a pas de raison de pas y aller, de pas tester, de voir ce qu'il en ressort, et après éventuellement de voir quelles questions ça vous apporte, est-ce que vous avez des points à creuser pour engager des réflexions. Cet outil ne vous donnera pas les solutions de comment reconcevoir, c'est des choses que vous pourrez trouver dans d'autres sources par ailleurs, mais faire le point sur sa situation, le tester, il n'y a rien qui vous en empêche, allez-y, le lien a été mis dans le chat.
Super. Merci à tous en tout cas pour votre attention et vos questions. Merci à Anne-Charlotte et à Emmanuel de s'être rendus disponibles également. Et puis bonne journée à tous et toutes.